Ce soir, je vais vous donner une idée générale déjà du Liban, sa situation géographique, administrative, économique. Et après, on va parler du site archéologique de Baalbek, qui est, à mon avis, bon, à l'héritage mondial de l'UNESCO, quoi. Ah oui, d'accord. Et moi, je pense qu'on n'en parle pas assez, quoi. En France, c'est vraiment très méconnu, Baalbek. Oui, pour les initiés, on va dire. Donc, là, on voit la carte de la Méditerranée. Et comme vous voyez, le Liban, là, on a la flèche. C'est vraiment le passage obligatoire, quoi, de l'Afrique en Asie et en Europe. C'est pour ça que, si vous voulez, l'importance stratégique pour le Liban, et c'est ça qui fait sa richesse culturelle et sa diversité aussi. Il y a 18 communautés différentes, ou confessions différentes, quoi. Et même l'Homo sapiens, déjà, pour aller quitter l'Afrique pour aller en Europe, il est passé par le Liban. Il y a des traces, notamment il y a au musée national du Liban en Beyrouth, les dents de l'Homo sapiens, ils ont retrouvé. Alors donc, comme vous voyez, c'est à l'est de la Méditerranée. Alors, voilà la carte du Liban. C'est vraiment petit, hein, c'est pour ça que sur la grande carte, vous voyez ça, vous voyez que la flèche et Beyrouth. Alors, vous voyez la frontière ouest de la Méditerranée. Donc, nous avons 220 km de côte. Après, tout de suite, parallèle à la Méditerranée, nous avons le mont Liban. C'est une chaîne de montagnes qui monte au nord jusqu'à 3090 mètres. Donc, de temps en temps, nous avons la mer éternelle. Après, il y a l'Anti-Liban. Vous voyez, on a le mont Liban. Il y a une deuxième chaîne, l'Anti-Liban, qui est entre le Liban et la Syrie. Et entre les deux, il y a la plaine de la Bekaa. En fait, on dit la plaine de la Bekaa, mais on devrait dire plateau plutôt, parce qu'il se situe à 1100 mètres d'altitude entre les deux chaînes de montagnes, et c'est une vraie réserve d'eau. À l'époque de l'Empire romain, on appelait la Bekaa le grenier à blé de l'Empire romain. Et donc, Baalbek se trouve au nord de la Bekaa. Enfin bon, il y a aussi marqué les cèdres à droite, dans la Bekaa. Pas de bâton. Là, nous avons la division administrative du Liban. Il y a, on va dire, 7 régions, 7 régions maintenant. Attal, le Liban Nord, le Mont Liban, Liban Sud, Nabatouye, Bekaa et Baalbek. Et vous voyez aussi Baalbek, là, on le voit bien, parce que c'est la capitale de la région Baalbek. Donc, au point de vue frontière, je vous ai dit la frontière ouest de la Méditerranée, la frontière nord c'est la Syrie, la frontière est c'est la Syrie, et la frontière sud c'est Israël ou Palestine. Ça dépend où se trouve donc Israël. Bon. Et vous voyez le plateau du Golan qui est là, qui est toujours occupé par Israël, enfin bon, il y a une dispute entre la Syrie et Israël. Il a été occupé en 1907. Et papa, qu'est-ce que signifient en fait les couleurs? C'est pour les différencier, Ah, ok. pour différencier les régions administratives.
on voit la situation géographique et on voit bien la chaîne de montagne et le sommet là où c'est enneigé, qui est à 3090 mètres d'altitude. Et le Liban, c'est le seul pays vert, vraiment vert de la région où il n'y a pas de désert. Nous avons de tout, sauf des déserts. Alors là, donc on arrive au complexe religieux de Baalbek. C'est vraiment un complexe. Alors, ça a commencé à l'époque des Phéniciens. Déjà, Baalbek, ça vient de Baal, le dieu phénicien, et qui veut dire en même temps le Seigneur. Donc, Baalbek, Bek c'est la Béka, Baal, donc c'est le Seigneur de la Béka, la plaine dont je vous ai parlé, qui était le grenier de l'Empire ottoman. Maintenant, les Phéniciens, en fait, ils avaient 3 dieux, ce qu'on appelait la triade. Ils avaient Baal, donc c'était le dieu du tonnerre. Comme Zeus, quoi. Voilà. Après, pour les Grecs, il est devenu Zeus. Et après, pour les Romains, il est devenu Jupiter. Et Baal, donc après, ils avaient Ashtraté, qui était la déesse de la féminité, de la fertilité. Elle est devenue après Aphrodite chez les Grecs et Vénus chez les Romains. Et il y avait leur fils Adon, qui est devenu Adonis pour les Grecs, et après Bacchus pour les Romains. Voilà. Donc là, on a un plan du site entier du complexe de Baalbek. Là, ce qu'on voit à droite, c'est le temple de Vénus. Après, on a les propylès, ça veut dire avant l'entrée, là, en haut là à droite. Là, on a la cour hexagonale. Après, on a la grande cour. Et tout ça, en fait, c'était pour préparer le pèlerin pour arriver au temple de Jupiter, qu'on voit là, ici à gauche. Et Jupiter, c'était le dieu aussi du soleil. C'est pour ça qu'on appelle Baalbek aussi Héliopolis, ou Héliopolitane, la ville du soleil. Héliopolitana, c'est en grec, et Héliopolis en latin. Et là, nous avons le temple de Bacchus. On va les voir en détail plus tard. Et il faut dire, donc, au Moyen-Âge, comme au XIVe siècle, les Mamelouks, ils ont transformé Baalbek en fait en forteresse. Ils n'ont pas inclus le temple de Vénus. Donc là, on voit la citadelle arabe. Et en fait, il y a un mur tout autour. C'est pour ça qu'en arabe, on appelle le fort de Baalbek, parce que c'était devenu comme une forteresse. On dit Al-Baalbek en arabe, donc ça veut dire la forteresse. Là, c'est pareil, c'est encore dessiné. Là, on voit à gauche le temple de Vénus. Les propylès, la cour hexagonale, la grande cour, le temple de Jupiter et le temple de Bacchus. En fait, les 3 temples les plus importants, c'est donc Vénus qui représentait Aphrodite, Jupiter qui représentait Baal et Bacchus qui représentait Adonis. Alors, là, on a les propylès. Pour dire, en fait, à Baalbek, on a trouvé des ruines d'un ancien temple où Baal était adoré. C'est dans la grande cour, quoi. C'était en 1670 avant Jésus-Christ. Alors, bien sûr, après les Grecs ils sont venus, ils ont commencé
la construction des temples de Zeus. Et après, les Romains, ils ont terminé. Et il faut dire que ça a commencé au 2e siècle avant Jésus-Christ. Et ça s'est arrêté au 4e siècle après Jésus-Christ. Quand les Romains ils sont devenus chrétiens. Et ils ont arrêté la construction. C'est pour ça que le temple de Jupiter, on va voir plus tard, qui est le plus grand temple romain du monde, n'a pas été achevé. Parce qu'en fait, ils sont devenus chrétiens. Et donc, ils n'ont pas achevé le temple de Jupiter, alors que le temple de Bacchus, il est terminé, on va le voir. Donc là, les propylès, ça veut dire avant l'entrée. Et c'était à l'époque de l'empereur Caracalla. Et ce que vous voyez, les colonnes, là, il y avait 12 colonnes en granit rose. Et au Liban, il n'y a pas de granit. Donc, toutes ces colonnes-là, elles venaient d'Égypte. C'était importé d'Égypte. Et il faut voir comment c'est vraiment lisse. C'est vraiment... Et c'est monolithe. C'est une seule pièce, quoi, de granit. Et l'on travaille les comment? Eh bien, justement, par bateau. Ah bon, d'accord. D'Alexandrie jusqu'à Tripoli au nord du Liban, après de Tripoli jusqu'à Alep en Syrie, et après d'Alep jusqu'à Baalbek, parce qu'il y a le mont Liban qui les empêchait, mais en allant à Alep, c'est plat. Et il y en a, on va voir, il y en a aussi dans la grande cour et dans le reste de Baalbek. Donc, le plus important dans les propylès, ces 12 colonnes dans son granit, on voit, monolithe et rose. Ça, c'est une autre vue des mêmes colonnes. Alors là, on a une notion quoi, de la grandeur des colonnes. Vous voyez les touristes. Donc la base des colonnes, elle faisait 2 mètres. Et les colonnes, elles ont 18 mètres. Encore une autre vue. Là, voilà le mur arabe dont je vous ai parlé, qui a été construit dans le XIVe siècle par les Mamelouks. Quand ils ont mis la forteresse. Voilà. Là, on voit bien la différence entre la construction romaine en bas et les pierres qui sont rajoutées au-dessus, où on a des meurtrières. On voit bien la transformation. Vous voyez en haut, les pierres là, avec les meurtrières. Et en bas, en fait, c'est fait du temps des Romains. Voilà on voit la cour hexagonale. La cour hexagonale, en fait, le numéro 6 est important pour les sémites. D'accord? C'est pour ça que c'est la seule tour hexagonale qu'on trouve dans les ruines romaines tout autour de la Méditerranée. On la trouve à Baalbek. Parce que les Romains ils respectaient les traditions locales. Ils ne cherchaient pas à modifier. On dit quand on cherche à convertir, voilà. Il y a encore un autre nom de progrès. Et on voit bien derrière aussi le mur arabe. Vous avez les arcades. Et là, on voit bien les 6 côtes qui tenaient la cour hexagonale, où il y avait encore des colonnes et des arcades. Là, on arrive à la grande cour. Je reviens au plan là pour vous expliquer la grande cour avant de rentrer dedans, parce que, comme vous voyez, si on la coupe au milieu, là, la grande cour, elle est symétrique.
Il y a un bassin de deux côtés. Il y a 8 hexadrés. Hexadrés, c'est là où on mettait les statues romaines. Donc il y en a 8 rectangulaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 4 semi-circulaires. C'est marqué hexadré. Alors, les bassins, en fait, ils servaient à laver les animaux avant les sacrifices. Et au milieu, vous voyez, il y a 2 autels. Autel, mais A-U-T-E-L. Là où ils faisaient les sacrifices au dieu, donc à Jupiter. Et tout ça, en fait, comme je vous ai dit, c'était pour préparer le pèlerin avant d'arriver au temple de Jupiter, qui est surélevé de 14 mètres. Parce que ce qui était important pour les temples, qu'ils soient le plus élevés possible, direction est-ouest, là où le soleil se lève, là où le soleil se couche, et que ça soit à côté d'une source d'eau. C'était les 3 conditions impératives pour construire un temple. Et le temple de Jupiter, je vous dis, ce qu'on appelle le grand temple ou le temple du soleil, c'est le plus grand temple romain jamais construit dans le monde. Donc, je vous ai dit, on va aller voir là en détail les hexadrés et les bassins, la grande cour. Voilà. Vous voyez l'hexadré, c'est ça. Ça, c'est le semi-circulaire. Et celui à côté qui est rectangulaire. C'est de la neige qui est par terre ou pas? Oui. Il neige là. Ah bon, d'accord. Là, je ne sais pas si. Oui, là, c'est de la neige. Oui, on voit les traces des marcheurs. Parce que ça dépend à quelle saison elle a été prise la photo. Et donc, là, on voit toujours encore les colonnes en granit rose, toujours apportées d'Égypte. Et en bas, ils mettaient la statue en pierre, ici, là. Et en haut, ils mettaient juste le buste avec la tête des divinités romaines. Là, c'est une autre vue. Là, on est déjà monté sur le podium du temple de Jupiter. C'est pour ça on voit d'en haut. Et on voit toujours le mur arabe au-dessus de la construction. On voit bien les pierres qui ont été rajoutées sur le mur initial. Là, c'est les bassins. Ici, on a un bassin, et là, il y a c'est pareil, toutes les divinités qui sont sculptées. Là, notamment, on a la naissance de Vénus. Il paraît que Vénus a été née dans un coquillage comme Alexandre. Et donc, je vous ai dit, ces bassins, ils servaient donc à laver les animaux. Et là, on voit ça, c'est le petit hôtel, et là, c'est le reste du grand hôtel. Et on voit bien, après, quand ils l'ont transformé en église, ils ont apporté 2 colonnes en granit, l'une là-bas là, en granit gris, et celle-ci en granit rose. Ça, c'est quand ils l'ont transformé en église. Là, on les voit bien, les 2 hôtels. Enfin, on voit surtout le petit, là, de derrière. Ça, c'est le petit hôtel. Et à gauche et à droite, il y a les hexadrés dont je vous ai parlé et les 2 bassins. Là, on arrive au temple de Jupiter. Malheureusement, quand il y a eu un tremblement de terre très très important en 1555, il reste que 6 colonnes.
du temple de Jupiter, qui tiennent debout. Mais si vous tapez sur Internet le plus grand temple romain du monde, vous allez tomber sur Jupiter, le temple de Baalbek. Et voyez ces colonnes-là, elles sont formées en 3 parties, toujours la triade. On voit bien là, au milieu, il y a une partie, 2 parties jusqu'ici et la 3e là-haut. Et le chapiteau, c'était en... Bon, ça va me revenir. Toujours été... les chapiteaux étaient couverts de feuilles d'or. Donc, ça brillait au soleil. C'est pour ça aussi il l'appelait de police. Corinthien, style corinthien, voilà. Avec des feuilles d'aquin. Et donc, les colonnes, elles mesurent 22 mètres de hauteur, sont la base et sont le chapiteau, avec 2,20 mètres de diamètre. Et il y en avait 54. 54, 17 en largeur, donc 17 fois 2, ça fait 34, pardon, en longueur, et 10 en largeur. 10 de 2 côtés, ça fait 20. 34 plus 20, ça fait 54. Et chaque colonne, comme on voit ici, avait sa gargouille. Vous voyez la tête de lion? Oui. La tête de lion, elle servait de gargouille. Mais ils avaient tout un lion ou ça? Chaque colonne, il y en avait 34. Les colonnes qui étaient en longueur, chaque colonne avait sa gargouille. Et elles sont toutes comme ça en tête de lion avec la bouche ouverte. Il n'y a que des lions. Que des lions. Ah bon, d'accord. Et on voit derrière, il y a comme un canal, là-haut, là. Vous voyez, donc l'eau de la pluie est récupérée et attrapée par la bouche du lion. Là, on voit, ils ont reconstitué. Ouais, on voit bien le temple de Jupiter, là. Vous voyez. En fait, les 6 colonnes qui restent, elles sont là. Et vous voyez donc l'eau tombée là du toit, dans le canal, quoi, qui servait de gouttière. Et après, ça sortait par les bouches Du lion. Des lions. Ici, on voit les 2 hôtels. Et là, donc, c'est la grande cour dont je vous ai parlé. Et vous voyez les colonnes là en marbre. Ça, c'est la cour hexagonale. Et ça, c'est les propylès. Et là, c'est le temple de Jupiter, de Bacchus. On va y arriver après. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, ce qui était important, c'était de surélever le temple. Et comme le temple de Jupiter est le plus grand temple, donc c'est lui qui avait le podium le plus haut, de 14 mètres. Maintenant, il y a une énigme dans la construction du podium de Jupiter. En fait, la plus grande pierre jamais utilisée en architecture, elle se trouve dans le trilithon, le mur. En fait, trilithon, ça veut dire trois pierres. C'est un mur qui est construit avec 3 pierres, et chaque pierre pèse 1000 tonnes. Donc 1 million de kilos. Alors imaginez en l'an 0 ou en l'an 100, comment ils ont déplacé ces pierres. Et jusqu'à maintenant, ça reste une énigme, il y a des théories. Et les Américains, ils disent qu'en fait, c'était un aéroport pour les extraterrestres. C'était les extraterrestres qui avaient... Non, mais c'est pas... C'est la National Geographic. Enfin bon, ça c'est ce que les Américains pensent. Mais toujours est-il que jusqu'à maintenant, ça reste un mystère quand même, parce que je veux dire, une pierre qui pèse 1 million de kilos... Un millier. Milliers de tonnes. Ouais.
Oui. 1 millier de tonnes. Oui. Ah bon, d'accord. Oui. Et vous allez voir la pierre là. Ah oui, ça fait comme lourd. Là, on voit le mur. Alors, vous voyez la pierre en haut là, elle est de là à là, c'est une seule pierre. Ça a été cassé là au milieu. Il y a 3 pierres. 1, 2, 3. Et ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'ils ont mis les petites pierres en bas et les plus grosses, les plus lourdes au-dessus. Alors que normalement, en architecture, on met les plus grosses et après les plus petites. Et là, c'est le contraire qui a été fait. Et c'est pareil, ça fait partie de l'énigme. Parce que l'archéologie n'est pas une science exacte. On a toujours une théorie, après vous avez un autre archéologue qui arrive et dit non, en fait, c'était pas ça. Là, on va voir la grosse pierre, il y en a une qui est restée dans la carrière. Et la carrière se trouve à peu près à 3 km du temple. On va la voir là. Et je pense qu'il y en a une autre où il y a des ombres dessus. On va se rendre compte de la taille de la pierre. Vous voyez? Une seule pierre. Maintenant, on arrive au temple de Bacchus. Le temple de Bacchus, il l'appelle le petit temple par rapport au temple de Jupiter. Pourtant, les colonnes, elles font quand même 18,50 mètres de hauteur, toujours en 3 parties, et toujours, c'est du rocher calcaire. Et donc, le chapiteau corinthien, comme j'ai dit, avec les feuilles d'acanthe, et couvert de feuilles d'or. Et le diamètre des colonnes faisait 1,80 m. Alors, ce temple, il est très bien conservé parce que, paraît-il, qu'en fait, quand ils l'ont découvert, il était couvert de terre jusqu'ici, jusqu'à cette hauteur-là, ce qui a permis qu'il soit bien conservé. Après, ils ont déblayé, bien sûr, ils ont dégagé. Et le temple de Bacchus, parce qu'on a vu des feuilles de vigne, des jeunes, enfin bon, des muses en train de servir du vin. Et là, vous voyez, il y a encore de la neige, vous parliez tout à l'heure. On les voit les taches de neige. Là, c'est les escaliers qui mènent au temple de Bacchus. Et il y a le festival de Baalbek. En 2018, il a fêté ses 60 ans. Et c'est un festival international. En fait, ils font la scène ici, là où ils sont les gens. Et les gradins, là où on se trouve derrière. Et il y a Jean-Michel Jarre qui est venu pour les 60 ans 60e anniversaire du festival de Baalbek. Il y a Mika qui était venu. Mika est d'origine libanaise. Il y a Mathieu Chédid qui est venu aussi. Avec Ibrahim Malouf aussi. Avec le saxophone, ils ont chanté tous les deux. Et c'est tous les ans, sans exception, même pendant la guerre, ils le font. Là, c'est l'intérieur du temple de Bacchus. Et vous voyez, il y avait des colonnes extérieures et des colonnes à l'intérieur. Ça, c'est l'intérieur. Et toujours pareil, dans les niches que vous voyez là, il y avait des statues. Là-haut et là. Elles sont passées où les statues? Hein? Elles sont passées où les statues? Elles sont au musée de Berlin, au musée d'Istanbul, été cassées par les premiers chrétiens, par l'islam, par les guerres, par les tremblements de terre. Enfin, il n'y en a plus de statues.
là-haut, là, il y a deux plaques commémoratives. Une, elle est en allemand, parce qu'à l'époque, en 1886, ils ont commencé les fouilles, et l'Empire ottoman était allié avec les Allemands. Donc c'est une mission allemande qui a fait les fouilles. Et l'autre plaque ici, là, c'est écrit en arabe. Et à l'époque, l'Empire ottoman écrivait en arabe. Jusqu'à Atatürk, quand ils ont, en 1918, après la fin de la Première Guerre, il a dit on ne va pas écrire le turc avec des lettres romaines. Mais avant, le turc était écrit avec les lettres arabes. À l'époque de l'Empire ottoman, et qui dit que bon, Guillaume II il donne une autorisation à la mission archéologie germanique, d'archéologie, de faire des fouilles à Malbec, et l'autre, le sultan ottoman, qui donne l'autorisation pour faire des fouilles. Et vous voyez ici, c'est l'entrée d'une cave. Et c'est ici le sacré de sacré, quoi. C'était ici l'autel. Et c'est le seul temple qui a une cave. C'est pour ça qu'il est dédié donc à Jupiter, avec aussi les sculptures que je vous ai dit, les muses qui servaient le vin et les grappes de vin, de raisin. Ça encore à l'intérieur, mais là c'est pris de l'autel. On voit l'entrée du temple de Bacchus. Toujours à l'intérieur. Et vous voyez, le temple, en fait, il était couvert jusqu'à cette hauteur-là. Ce qui a permis sa conservation. Voilà l'entrée de la cave, à droite. Et le Saint des Saints, c'est ici. C'était l'autel. Et en plus, il y a l'écho, naturellement, quoi. Donc, quand ils font un concert de musique très calme, quoi, où il n'y a pas beaucoup de spectateurs, ils le font à l'intérieur. Donc la qualité vraiment du son, elle est vraiment super. Toujours. Et maintenant, ce que vous voyez là, en fait, on est à l'extérieur du temple de Bacchus et on regarde vers le haut. Et vers le haut, vous voyez, il y avait en fait, des bustes de plusieurs divinités romaines. Ouais. Vénus, Mercure, en fait tout le panthéon. Il y en a une qui représente Cléopâtre qui est tombée, on va la voir là. Celle-ci, elle est tombée donc de 18 mètres, là où on a vu les autres. Vous voyez, là, on voit toujours l'étoile de David, ce qui est sémite. Et à l'intérieur, on voit la statue là. Donc on suppose que c'est Cléopâtre parce que Marc-Antoine, il a offert toute la vallée de la Bécca, y compris Baalbek, à Cléopâtre, en 70 après Jésus. Donc, comme il y a là, on voit un serpent là, un grand serpent, et ici vous voyez un petit serpent. Donc c'est pour ça on suppose que, et là, ici, là, on a de l'eau avec des petits poissons. L'eau représenterait l'eau du Nil. Et donc, comme elle s'est suicidée avec le poison d'un serpent pour Cléopâtre, on suppose que c'est Cléopâtre. Là, c'est le temple de Vénus, qui est donc, je vous ai dit, juste à l'entrée des ruines, mais qui n'est pas inclus à l'intérieur du mur arabe. Excusez-moi, pourquoi il y avait une étoile avec Cléopâtre? Ça n'a rien à voir. Cléopâtre, c'est pas un musée, c'est pas un temple, c'est juste une sculpture. Ah, c'est une sculpture, c'est pour ça. Voilà. Et en fait, dans le temple de Vénus, il y avait deux temples, le temple de Vénus
et le temple de Vénus. Ce qu'on voit là, semi-circulaire, c'est le temple de Vénus. Là, on le voit de plus près. Là, de l'intérieur. Et là, c'est une représentation de comment il était. Là, je vais vous montrer un autre temple qui se trouve dans un autre village au Liban qui s'appelle Miha, mais qui ressemble étroitement au temple de Bacchus. Et là, vous voyez la neige. C'est vraiment couvert de neige. Malheureusement, Mais c'est où ça? c'est à Miha, c'est pas loin, c'est à peut-être 10 km de Baalbek. Ah d'accord. Mais on ne le visite pas parce qu'en fait, il y a des maisons tout autour. Il est vraiment, c'est pas un site archéologique, quoi. Mais pourtant, c'est un temple qui date de 2000 ans, quoi. Niha, c'est le nom du lieu. C'est le Voilà, lieu du village, du oui. village, d'accord. Et c'est un temple à quel dieu ça? Pardon? C'est un temple à quel dieu? C'est dans la Bécard, je vous dis, c'est à 10 km Non, moi de c'est à Baalbek. quel dieu? Mais On pense, je ne sais pas exactement, mais je pense Mercure, ou je ne saurais pas vous dire exactement. Donc je ne sais pas, je préfère dire, je ne sais pas que dire des bêtises. Parce que celui-ci, je veux dire, on ne le visite presque pas, parce que c'est vraiment à l'intérieur d'un village, on n'a pas accès avec des bus, c'est pas un site archéologique. papa, ou peut-être qu'il y avait un dieu qui s'appelait Neha, et qu'on l'appelait le temple de Neha. Que le village, il ait pris le nom du dieu qui était adoré, parce que Miha, c'est le nom du village. Et le temple s'appelle comme ça aussi, donc c'est possible. C'est possible. C'est toujours le temple de Miha. Et là, le temple de Fakra. Vous vous rendez compte, ce temple, il se trouve à 2000 mètres d'altitude. Ah, quand même. Et il fallait y avoir l'idée d'aller construire un temple à 2000 mètres d'altitude. On doit respirer moins bien là-haut alors. Ben oui. Et même déjà, je veux dire, à l'époque, ils n'avaient pas des 4x4 pour monter, pour y avoir accès. Oui. Avec des animaux. Et moi, j'ai des photos avec la neige, c'est vraiment magnifique. Là, on ne voit pas la neige, parce qu'en fait, il a été construit sur des rochers en aiguille. On les voit bien là. Alors, il y a des murs ici où la moitié c'est en rocher et l'autre moitié est construite. Là, on le voit avec la neige. Ah oui. Vous voyez, en hiver, c'est vraiment... il y a une station de ski d'ailleurs pas loin. Bon, ben, ça y est. Baalbek, c'est terminé. Alors,